Aujourd'hui, à Skate le Monde, On est ici en Colombie. On est en zone 4. Vous savez comment c'est la meilleure? ¿Dónde están los baños? Il y a quelque chose de beau, je trouve, dans les couches de skateboard avec les bois différents. Je fais le cardio. Chaque raccoin de la ville est surpeuplé. Boum! Ça prend un professionnel pour faire des trucs là-dessus. Et ça, moi, je trouve ça, ça coche. Qui dit Colombie dit Pablo Escobar et narcotrafiquants, production de cocaïne et cartels, corruption et violence politique chronique. Depuis un accord de paix en 2016 entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et le gouvernement, le climat politico-social s'est adouci. Mais le passé violent a laissé ses marques dans un pays lumineux au climat tropical tempéré par les hauts sommets des Andes. C'est dans ce contexte pas banal que le skateboard a dû grandir ici. C'est drôle parce qu'avant d'arriver en Colombie, j'avais une image préconçue de voir des trafiquants de drogue partout, puis de voir des grandes mansions, puis des gens qui sont armés jusqu'aux dents. Puis j'arrive ici, puis c'est pas ça. Oui, c'est dangereux. Check ton passeport, check tes affaires, sois à l'affût. Et heureusement, quand on fait du skate, avec nos planches, on se sent un petit peu moins menacé par rapport à ça parce qu'on passe tellement vite qu'on peut avoir une caméra à 5-6 000 $ dans les mains, puis ils ont le temps de la regarder, mais ils partiront pas à courir après nous autres. Fait que si tu viens en Colombie avec des bijoux ou quelque chose, amène ton skate. Roule vite. Je me trouve présentement à Bogota, capitale de la Colombie, et mon premier arrêt est au On-Board Shop, où je vais rencontrer Andrés. Andrés, on est où ici exactement? Puis pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ton skate shop ici? On est ici à Bogota. On est devant le On-Board Shop. C'est un des skate shops les plus connus et réputés de la Colombie. Il commandite les skateurs locaux qui ont pris part à des championnats mondiaux. Et toi, personnellement, c'est quoi ton implication dans la scène du skate colombien? Ça fait environ 20 ans. J'ai créé un site web appelé skatecall.com, dans lequel je publiais des événements et compétitions à venir, ainsi que des vidéos de skate, afin de promouvoir la scène du skateboard colombien. Et ça t'est venu d'où l'idée de partir un site web comme ça? Où est-ce que tu as ressenti le besoin de partir ça? Dans ce temps, il n'existait pas de site web de skate en Colombie. De plus, l'Internet n'était pas accessible à tous. Au début, j'avais une caméra analogique. Avec le temps, j'ai pu me procurer une caméra numérique. J'ai donc pu télécharger mes vidéos sur YouTube, puis sur ma page web. On peut dire que ce fut le premier site web de skate en Colombie. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans la scène du skateboard ici. C'est quoi l'évolution du skate colombien depuis les années 2000 jusqu'à maintenant? En Colombie, il y a eu une grande évolution dans le skate. Les skateurs peuvent maintenant montrer leurs prouesses sur Internet. Tout le monde peut à présent les voir et noter que le niveau a augmenté. Il y a par exemple un skateur du nom de David González, commandité par On-Board Shop. C'est aujourd'hui un skateur colombien de renommée internationale. Cela a motivé les autres skateurs à vouloir devenir professionnels. Ils réalisent que c'est possible d'atteindre ce niveau. Andrés, la première chose que j'ai vue en arrivant ici, c'est ta moto. C'est vraiment nice. Peux-tu me le montrer? Je fabrique des motos personnalisées. Ceci est un ancien modèle de moto des années 80 à laquelle on a agencé un skate comme siège. Elle a aussi d'autres pièces de skate, comme des bushings. Le bushing. Et la lumière de frein est une roue de skate. La moto est unique en son genre. Wow, c'est vraiment, vraiment beau. Bon, ben écoute, on a parlé du skateboard, on a parlé du skate shop, on a parlé de ton site web, ta moto qui est incroyable. On peut-tu aller skater? Oui, allons skater. Mais je veux tout d'abord te présenter à un membre de l'équipe On-Board Shop.
Je pars donc avec Andrés au El Japón DIY pour rejoindre Juanes. Écoute, je suis sur le coin d'une rue. Hola, amigo! Il y a un monsieur de 92 ans qui fait du skate. Il y a des skate shops partout. Écoute, il y en a un là, un là, un là, un là. Il y en a deux de l'autre bord, un autre sur le coin de la rue. Ça prouve à quel point la scène colombienne est en pleine explosion. Je sens qu'on va avoir du fun ici. Ce site est autogéré par les skateurs locaux. Avec les connaissances en architecture que certains d'entre eux avaient, ils ont eux-mêmes designé et construit les obstacles qu'on peut voir ici. Ils ont financé le skatepark de leur propre poche et ont eu l'aide de subventions à l'occasion. Il y a beaucoup de skateurs qui m'ont dit que le parc ici avait une histoire spéciale. Est-ce que tu peux m'en parler? L'histoire débute par l'assassinat d'un skateur local. Avant sa mort, il voulait adapter ce lieu pour le skate. En sa mémoire, ses amis ont poursuivi sa volonté. C'est doublement impressionnant de voir ça parce que présentement, il pleut. Le plancher est en espèce de tuile de marbre ici. C'est hyper glissant. C'est pas pour rien que ça prend un professionnel. Boum! Ça prend un professionnel pour faire des trucs là-dessus. Les autres skateurs, on est des spectateurs. Ça fait longtemps que tu fais du skateboard, j'imagine? Quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé à skater il y a environ 8 ou 9 ans. J'en fais pratiquement chaque jour depuis ce temps-là. Puis ce serait quoi tes spots préférés ici à Bogota? Le skatepark où on est présentement me plaît beaucoup. J'y viens pratiquement tout le temps. C'est ici que j'ai grandi et que j'ai tout appris. Je continue à apprendre ici. C'est parfait pour se pratiquer. Well, gracias, man. Merci à toi. See you at the Olympics. OK. Je l'espère. Yeah, c'est cool, man. Est-ce que c'est un sport qui est accessible pour les jeunes, le skateboard ici à Bogota? L'économie ne va pas très bien en Colombie. Par conséquent, faire un sport comme le skate est coûteux. Un skateboard peut valoir la moitié ou un peu plus que la moitié du salaire mensuel minimum que gagne un Colombien. On est donc pris entre dépenser son argent pour les besoins essentiels ou l'utiliser pour s'acheter les accessoires nécessaires pour skater. C'est donc difficile et coûteux. La pluie nous force à nous mettre à l'abri dans un café en face du El Japón DIY pour rencontrer une des meilleures skateuses de Colombie, Ana Maria Faya. Buenas tardes, Ana Maria. Bonjour. Depuis que tu as commencé à faire du skateboard jusqu'à maintenant, est-ce que tu remarques qu'il y a plus de filles qui en font ici en Colombie? Oui, clairement. Quand j'ai commencé à skater, je croisais à l'occasion une fille dans le skatepark. Maintenant, je vois 10, 15, 20 filles, ce qui est très cool. En Colombie, la communauté est tissée serrée. Ce qui fait que quand tu es dans un skatepark, les autres vont t'aider, te conseiller et chercher à ce que tu t'améliores. Ça a aidé à ce que plus de filles se tournent vers le skate. Est-ce que tu sens que tu es un peu comme un modèle pour les filles plus jeunes qui commencent à faire du skate? J'ai une responsabilité de bien me comporter avec les commanditaires, de manière à ouvrir les portes aux prochaines générations de skateuses et aussi afin qu'elles aient plus de visibilité. En Colombie, les skateuses sont très talentueuses. On part bientôt pour Comuna 13, un quartier pauvre, un quartier rough. C'est en montagne. C'est là que Pablo Escobar s'est fait tuer. Puis pour être honnête, je suis un peu nerveux d'aller là.
C'est l'endroit le plus dangereux à Medellín. Bucaramanga est une ville implantée au nord de la Colombie sur un plateau de 959 mètres de hauteur. Elle est délimitée par le fleuve Oro à l'ouest et les montagnes à l'est. C'est la 5e plus grande ville de Colombie, avec une population de 600 000 habitants et plus de 150 parcs sur son territoire. Ce matin, je vais rencontrer Oscar Piñeres pendant son cours de skateboard avec les jeunes du quartier. Je fais le cardio. Oscar, est-ce que tu peux me parler de ton école? Voici la valeur que promeut le mouvement Skate por la Vida. On veut éloigner les jeunes de la violence. C'est primordial. À 2 et à 3. Très bien. Oscar, tu es investi dans la culture du skateboard, mais aussi dans la culture des graffitis. Est-ce que tu peux m'en parler? On avait gagné le prix Pinta Joven, Pinta Paz. Alors les associations de gens qui font des graffitis, de l'art et du sport se sont toutes réunies. On s'est tous mis ensemble pour peinturer ce parc. À l'entrée du parc, il y a des guérites avec un garde armé. Est-ce que c'est important d'avoir ce genre de protection-là pour venir faire du skateboard ici? C'est très important. Tous ces changements qu'on amène ici, avoir peinturé le skatepark, avoir gagné le prix Titanes Caracol, les écoles de skate et l'amalgame de cultures qui se côtoient ici, tous ces facteurs contribuent à améliorer ce site. Il y a un effet d'entraînement. On veut embellir l'endroit. On veut amener du savoir-vivre, du sport et de la bonne énergie. Ça fait en sorte que le parc et l'entourage sont sécuritaires pour les sportifs. C'est notre but. On veut que ce quartier soit reconnu comme étant un lieu sécuritaire. Pourquoi tu as ressenti le besoin de créer une école? C'est parti de où, cette idée-là? Quel est l'événement marquant qui nous a amené la vocation de notre vie? Une sorte d'œuvre sociale. Ce fut l'homicide de notre ami Annie Ramirez, ici même, à cet endroit. Ça nous a impacté au point de se dire qu'on voulait atteindre le cœur des gens à travers le skate, pour ne plus que ce genre d'événement survienne, pour que, d'une manière ou d'une autre, le skate soit un outil de paix. Oscar, t'es pas seulement impliqué ici dans le skatepark, t'as aussi un skate shop. Tu peux nous y amener? Bien sûr, mon frère, bienvenue. C'est cool que vous soyez ici avec nous. On est enchantés de vous connaître et que vous veniez connaître notre culture. Allons au skate shop. Nice one, man. Bienvenue. Est-ce que c'est le skate shop qui a fait naître l'école ou c'est l'école qui a fait naître le skate shop? On a débuté avec l'école de skate. C'est un truc qu'on a mis en place dans le quartier uniquement par plaisir. On avait vu que le skate nous avait amené beaucoup de positifs dans nos vies. Ensuite est venu le skate shop. Nous avons pu alors unir les deux mondes. Une chose impacte l'autre. Par exemple, pour chaque 10 paires de souliers vendus, on fait un don d'une paire de souliers pour l'école de skate. Ce qui fait que les jeunes qui n'ont pas de souliers ont un genre de coup de main et peuvent continuer à pratiquer leur sport.
On reprend la route pour se rendre au deuxième cours qu'Oscar donne dans un parc au sommet d'une montagne. J'aimerais que vous refassiez ce truc. Orteil, talon, orteil, talon. 1, 2, 3. C'est parfait. Est-ce que tu peux me parler du quartier ici? Où est-ce qu'on est exactement? Et pourquoi, surtout, on se fait dire partout qu'il faut partir dans quelques minutes? On est ici dans le quartier Buenos Aires. C'est un des quartiers, comme je vous le mentionnais, qui offre une belle vue panoramique de la ville. Le climat est aussi très doux. Est-ce que c'est une journée typique ici? Oui, bien sûr. Les gens ont des besoins et ont de la difficulté à satisfaire ces besoins. Alors oui, il y a des problèmes de drogue et de délinquance. Mais on se concentre sur le futur. Mettre fin à tout ça crée comme un mur. On veut la paix dans nos quartiers. C'est l'objectif. Est-ce que tu trouves que le skateboard, c'est une sorte d'alternative à la violence? Oui. On est convaincu que le skate est un moyen efficace pour arriver à la paix. Si t'es en paix avec toi-même, t'es en paix avec les autres. Oh! Ah! Ça, on appelle ça la force de la gravité. C'est international. Pour finir la journée, Oscar nous donne rendez-vous au centre-ville de Bucaramanga pour une petite session de skate au soleil couchant. Arriba! C'est super, mon chum! Ouais. Tu veux l'autre bord, c'est le chaos total. C'est parfait. On y va. Il y a du monde. C'est fou comme il y a du monde. Chaque raccoin de la ville est surpeuplé. Là, on prend l'avion pour Medellín. Ça se peut que ça brasse. Je déteste les avions à hélice, les petits avions comme ça. Ça brasse. Écoute, t'as quelqu'un qui éternue dans l'avion, tu drops de 20 pieds. Je déteste ça. On est dans le quartier le plus reconnu au monde pour sa violence. Malgré que la violence était partout à Medellín. Est-ce que toi, personnellement, t'as perdu des amis dans cette époque-là? Oui, j'ai perdu des amis de l'école. Ils se sont fait tuer. Il a été assassiné le 24 août 2009. C'est la rue, man! On vient tout juste d'atterrir à Medellín. Là, j'étais un peu raqué, mais on s'en va rencontrer Barbas, fait que j'ai 15 minutes pour me dérouiller. Longtemps considérée comme une des villes les plus violentes au monde à cause du trafic de cocaïne, Medellín s'est transformée au cours des 15 dernières années, notamment grâce aux investissements en transport. Des quartiers isolés ont été connectés au reste de la ville par des projets de tramway, de métro ou de téléphérique. Aujourd'hui, Medellín est calme avec un taux de criminalité à la baisse. Hey Matt! Bienvenue mon pote. Ça va bien? Nice to meet you. Enchanté. Je suis Barbas. Bienvenue à Parques del Rio. J'ai amené mes meilleurs élèves de l'école de skate. Bienvenue à Medellín. Cool, man.
On est à Parques del Rio, un lieu formidable de la ville. Je viens ici avec mes élèves. C'est une école que je tiens depuis environ 15 ans. On a débuté un peu partout dans la ville. L'école maintenant est à Biga Skate Park. Mais quand les jeunes skatent bien comme eux, on s'échauffe ici et ensuite on va skater dans les alentours. Les jeunes peuvent ainsi passer du skatepark à la rue. L'idée est de leur donner la chance de hausser leur niveau. C'est ce qu'on veut leur enseigner aujourd'hui à Parques del Rio. C'est un skatepark à air ouverte ici, à Medellín. Ici, il y a des gaps de marche. Juste en avant, il y a un autre gap. À chaque coin de rue, tu as un nouveau spot. C'est tout le monde est dedans. Il y a un vibe vraiment relax, je trouve, ici. C'est un long gap. Bien. Je suis pas vraiment un professeur de skate, mais plutôt un animateur. Je les encourage et je les motive. C'est bien. Lâche pas, ça s'en vient. Je suis comme un ami de plus qui aime les regarder skater. Je veux qu'ils sentent l'énergie que je tente de leur transmettre. On part bientôt pour Comuna 13, qui est une banlieue de Medellín. Et quand on parle de banlieue ici, c'est pas comme au Québec. C'est pas une petite banlieue cossue avec ta petite maison, puis t'attends l'autobus, puis tout le monde est safe. Non, c'est un quartier pauvre, un quartier rough. C'est en montagne, les maisons embarquent une par-dessus l'autre. C'est là que Pablo Escobar s'est fait tuer. Puis pour être honnête, je suis un peu nerveux d'aller là. Pour me guider dans les méandres et les escaliers du quartier, je serai accompagné par 2 guides locaux. C'était l'endroit le plus dangereux à Medellín dans les années 90. Mais maintenant, c'est totalement différent. Il y a de l'art partout et des enfants qui apprennent à skater et à rapper. La culture hip-hop est très présente ici. On est ici à la Comuna 13, une histoire assez trouble à raconter. Au début, ici, il n'y avait qu'environ 2 maisons sur la colline. Ensuite vint l'arrivée en masse de la population rurale. Ces gens ont alors construit leurs maisons dans ces collines. À l'origine, ce qui a causé l'arrivée massive de la population rurale était la guérilla, les paramilitaires, ainsi que les conflits politiques. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens sont venus s'installer dans cet endroit qui, au début, était très dangereux, mais qui maintenant est un paradis pour les touristes. Quelle vibe! Quelle ambiance de fou! La vue est malade ici. Notre premier arrêt dans la Comuna 13 est la Casa Colacho, une école d'art et de musique qui se trouve tout en bas de la colline, au grand bonheur de nos skateurs. La Casa Colacho, nous y sommes. L'organisation des visites de graffiti, Graffiti Tours, qui durent en moyenne 4 heures, est une des principales sources de revenus du collectif pour financer ses cours. La Casa Colacho est responsable de 90 % des peintures murales, des graffitis et de l'art de rue qui colorent les murs des maisons et les façades des immeubles de la Comuna 13. Et cet art est vraiment partout. Barbas, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Zeco est un rappeur populaire dans ce secteur. On a un local pour nos réunions, un pour les artistes, une place pour prendre un café.
On trouve ici l'énergie ainsi que toutes les saveurs du quartier. Ici, on expose les œuvres de nos artistes. On est dans la salle des souvenirs en l'honneur des gens qu'on a perdus. On peut voir le rappeur Duque, un des pionniers du hip-hop de la Comuna 13. Il a été assassiné le 30 octobre 2012. Voici le portrait de Colacho, qui a donné le nom à l'organisme. Héctor Enrique Pacheco, un grand artiste hip-hop de la Comuna 13. Il nous a beaucoup légué. Il a été assassiné le 24 août 2009. On avait imaginé le projet avec lui. Le nom de l'organisme ne tient pas du hasard. Le projet a été imaginé par lui de son vivant. C'est donc un lieu de création, mais aussi un lieu de souvenir. Comuna 13 representa Casa Colacho. Marcha Escuela representa desde mi gueto. Ya saben pues, me presento. Aquí causa no secuela. Directo para ustedes, para el Parche Escuela. Ya saben, aquí ya saben que se le habla de las larvas. Con mi parcero el Barbas, directo desde el sur. Aquí con buena actitud. Esto va para el norte porque tenemos soporte. Ya saben, como una parcera que estaba en Canadá. Ahora el video va para Canadá. Buena la energía y no pasa nada. Aquí tiramos directo con la guitarra y se arma la farra. Representamos el Parche, la escuela, el cereal. Y que venga el bien porque no queremos el mal, por supuesto. Y esa que dicen, por allá está Zulay grabando el momento. Buena la energía, tiramos las melodías al viento. Y el parcero que se tira ahí las melodías con las cuerdas. Y esto por supuesto que lo sacan de las cuerdas vocales. Ales, nos salen meles, vales, mieles. Hey, buena la energía, puntuales. Directo. On est dans le quartier le plus reconnu au monde pour sa violence. Malgré que la violence était partout à Medellín. J'ai grandi dans le quartier Tricentenario. Là aussi, la violence s'est vécue au maximum. Si tu regardais quelqu'un de travers, tu pouvais te faire tuer. Donc la peur, tu l'as depuis ta naissance. Tu vivais dans la peur constante, ce qui rendait le changement difficile. Puis j'ai tellement développé une passion pour le skate que j'ai pu vaincre toutes ces peurs. J'ai pu traverser les barrières qu'il y avait dans chaque quartier et j'ai ainsi pu transmettre un peu d'espoir dans une ville si violente. Est-ce que toi, personnellement, tu as perdu des amis dans cette époque-là? Oui, j'ai perdu des amis de l'école. Ils se sont fait tuer. Les rêves étaient très limités. Il n'y avait pas d'avenir. Le rêve le plus atteignable était d'avoir une moto, avoir une belle copine et chercher à travailler avec la mafia. C'était le meilleur futur qu'il y avait dans chaque quartier de Medellín. C'est bizarre comme place parce que c'est pauvre en même temps que c'est touristique. On se sent quand même en sécurité ici. Je me sens pas menacé. Mais c'est la rue, man. Puis de voir ça ici, c'est écrit « Les enfants ne devraient pas travailler dans la rue, mais sur leurs rêves ». C'est le fun qu'ils mettent ça dans la rue comme ça. Les enfants peuvent le lire, justement, puis c'est inspirant. T'as commencé à skater à 13 ans. Ça a été quoi ton premier contact avec le skateboard? À 13 ans, je faisais rien de ma vie. J'accompagnais un ami qui allait jouer au soccer. J'aimais pas ça, mais n'ayant rien de mieux à faire, je l'accompagnais. J'ai alors connu d'autres amis qui jouaient au soccer. On est allé chez l'un d'eux. Il a sorti un skate et m'a dit « Tu connais ça? » Non. Il a fait un petit ollie devant moi et... Ah, you were hooked. C'est comme ça que j'ai développé cette passion qui ne me quitte plus même à 40 ans. Wow! Je suis passé d'être un vendeur dans un magasin de skate à être gérant de skateurs professionnel en Amérique latine. Christian est un exemple de comment ta vie peut s'améliorer par le skate.
Que serais-tu en train de faire en ce moment si tu skatais pas? Sérieusement. Je serais en train de mendier. Les gars, faites attention avec la caméra dans ce quartier. Si j'étais vous, j'irais au centre-ville. Il y a un parc où vous pouvez skater. Ici, non. Je suis de retour dans la jungle urbaine de Bogota pour rencontrer Yako, un rappeur qui initie les jeunes de milieux difficiles au skateboard et au hip-hop. Salut Mathieu! Comment ça va, mon frère? Va bien, les deux? Très bien, mon frère. Yako, tu nous as donné rendez-vous ici. On est où exactement? On est au parc Tercer Milenio, un super beau site. C'est un lieu significatif à Bogota pour le skate, la musique et l'art. On est au cœur de la ville de Bogota. On a grandi dans ces rues à travers le skate. C'est un endroit très important pour nous, surtout le parc Tercer Milenio. Aujourd'hui, justement, il y a un beau festival de skate qui s'y tient. En fait, le fait de pouvoir changer nos vies grâce à la musique, le sport, le soccer, les ultras, l'exercice physique, le skate. De par la nature même de notre pays, associée à la drogue et au narcotrafic, ce site a été précurseur des changements de la société colombienne, plus précisément à Bogota. Les coutumes sont bien ancrées dans la société, mais en même temps, elles changent chez les jeunes. Je regarde le parc ici, il y a des clôtures partout, il y a des gardes un peu partout. Moi, d'où est-ce que je viens, je suis pas habitué de voir ça. Est-ce que c'est essentiel? Genre, s'il n'y a pas ça, est-ce que ça va se faire envahir par ce que c'était avant? Oui, on est dans un secteur très chaud. C'est très dangereux. S'il n'y avait pas ces clôtures, on aurait déjà volé les caméras. On se serait déjà fait attaquer avec des armes. À quel point Bogota était violent ou différent de maintenant? En Colombie, le narcotrafic a débuté dans les années 70. Le site ici est devenu un foyer de consommation de crack en 1978-1980. Il y avait environ 10 000 personnes prises avec un problème de consommation de crack. Le crack est la poubelle de la cocaïne. Tu parles de gens qui ont besoin de crack, tu parles de gens qui ont besoin de drogue. Moi, personnellement, j'ai besoin de skate. On peut-y aller? Oui, on va skater. Vamos! Yeah. Il y a deux choses que je remarque en arrivant ici. C'est que premièrement, ça paraît qu'il y a des inégalités sociales et que c'est pas un pays du tiers-monde, pauvre, parce qu'il y a des structures comme ça, des infrastructures comme ça en skateboard. T'en vois pas beaucoup dans le monde. Vraiment, ça a dû coûter une fortune faire ce skatepark-là. La deuxième chose, c'est que ça paraît qu'on est en altitude, parce que juste parler présentement, je suis essoufflé. Si je suis capable de skater une demi-heure ici, je suis content. Ce qui est malade avec le skatepark ici, c'est que tu peux prendre vraiment beaucoup de vitesse avec les pentes qu'il y a là. Puis quand tu arrives à la pleine pine, bang, t'as un trou à valeur de skate. Bonne chance! Bogota est une ville de 11 millions d'habitants qui produit beaucoup de déchets, dont des skateboards. Je rends visite à quelqu'un qui a décidé de s'attaquer au problème.
que je trouve fou personnellement en Colombie, c'est le clash des classes sociales. Dans un si petit territoire aussi délimité, c'est rare, j'ai vu ça. Les gars, faites attention avec la caméra dans ce quartier. Si j'étais vous, j'irais au centre-ville. Il y a un parc où vous pourriez... Skateboard, OK. Un parc où vous pouvez skater. Because here it's not safe with the camera. Ici, non. Ça doit être la 5e personne aujourd'hui qui nous dit cachez votre caméra, faites attention. Il y a des gens qui peuvent vous la voler, changer de quartier, c'est pas sécuritaire. Puis honnêtement, je me sens quand même en sécurité juste parce que j'ai une planche en dessous des pieds. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre atelier, les gars. Ici, il y a plein de choses, j'ai plein de questions. On est où exactement et qu'est-ce que vous faites ici? Ici, c'est Skatewood. C'est une compagnie de design et on réutilise les skates. On recycle le bois des skates vieux et désuets. On fait ça à l'aide d'un procédé qu'on a développé et de machines qu'on a créées. Au final, on obtient différents articles faits de nouveaux matériels. C'est un matériel qu'on souhaite voir un jour comme une alternative viable à ce qu'il y a présentement, non seulement au niveau national, mais mondial aussi. Et les 2 personnes qui sont avec toi, ils font quoi? Est-ce que vous êtes en gang pour faire ça? Parce que j'imagine que ça fait beaucoup de travail pour une seule personne ici. Juan, ici, derrière moi, il a sa propre entreprise qui s'appelle Segmentado. Il se spécialise en tournage sur bois. Tournage sur bois. C'est un procédé dans lequel tu fais tourner un morceau de bois de manière à pouvoir le tailler. Juan est un maître dans ce domaine. Pacho est chef d'équipe ici, en charge des tailleurs. Je m'occupe du marketing et du design. On se complète tous. On est une grande équipe. On a tous un rôle bien défini. Ici, écoute, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire avec les skateboards. Je trouve ça incroyable. C'est parce que quand ton skateboard est pété, quand tu as de l'eau qui rentre dedans, quand il est délaminé, le réflexe qu'on a, c'est de le jeter, tout simplement. Mais là, ici, tu as une deuxième vie à ton skate. Puis, je trouve ça vraiment le fun parce que ça permet de porter quelque chose qui a déjà été ridé, quelque chose qui a du vécu. Et ça, moi, je trouve ça coche. Juan a accepté de me donner un cours de torno, l'outil qu'il utilise pour fabriquer ses assiettes magnifiques. Sérieusement, là, wow, c'est... Il y a quelque chose de beau, je trouve, dans les couches de skateboard avec les bois différents. Alors, voici la machine dont je te parlais. Voici le tour à bois. On prend un morceau de bois, par exemple, quelque chose comme ça. On le fixe à la machine et on obtient quelque chose de similaire à ça, dépendamment de la couleur du bois qu'on utilise. Disculpe. Glasses para mí, gafas, por favor. Bien sûr. Gracias. L'idée, c'est de tenir bien fort ton outil afin d'éviter que ça soit instable. OK. Tu appuies l'outil sur ça et avec le bout, tu t'approches peu à peu du bois. Doucement. Smooth. Très doucement. Ah! Stock! En espagnol, c'est stocco. Suave. That's it. Je vais laisser ça aux professionnels. Dans le fond de l'atelier, j'ai remarqué qu'il y avait une mini-rampe poussiéreuse qui traînait là. On l'essaye! Je retourne voir mon ami Yako qui, cette fois, m'a donné rendez-vous dans son quartier. C'est quoi le quartier ici? On est présentement dans le quartier La Victoria. On travaille auprès des jeunes. C'est mon secteur.
Je suis responsable du travail qu'on fait ici. On peut voir d'ici plusieurs quartiers à logements squattés, des ghettos, des gens pauvres et avec peu de ressources. Je vais donc vers ces gens. Connaître les codes de la rue me permet de voir quel jeune fait des vols, qui fait du trafic de drogue, comme les jeunes qu'on a vus tout à l'heure qui consommaient de la drogue. Ce sont ces jeunes que je dois approcher. On parle tranquillement devant le café quand tout à coup, on entend de subtils bruits ambiants. Improvisando con toda la gente, venimos rapeando aquí desde Canadá, Colombia, venimos a decirlo una vez, Colombia, así es, siempre representando como es, siempre rapeando con toda la gente, así de momento, rapeando indecentemente. T'as 2 enfants. C'est quoi le futur que tu vois pour tes enfants ici? Trop souvent, le système d'éducation est monotone. Le système tend à te rendre esclave, à travailler dans un bureau avec un supérieur. J'essaie de faire en sorte que mes enfants aient un concept différent de la vie, qu'ils soient leurs propres chefs, qu'ils vivent de l'art, de la musique, du sport, qu'ils sachent qu'en Colombie, il y a plusieurs manières de gagner sa vie et qu'il faut gagner sa vie en faisant ce qui nous passionne. Pendant que la pluie tombe sur Bogota, je vais rencontrer Mauricio, un designer et fabricant de longboard en bambou colombien. Ils sont heureux d'être ici. Ils ne peuvent pas croire qu'on skate sous la pluie. Je leur dis que ça fait partie de notre quotidien à Bogota. Allons leur montrer ce qu'on sait faire. Allons épater la galerie. J'étais très jeune. Je vivais à Cali. Mes parents avaient construit notre maison en bambou colombien. J'ai remarqué que ce matériel était très résistant et très beau. J'ai par la suite commencé à lire sur le bambou. Nos livres à la maison traitaient du bambou colombien et de ses propriétés écologiques et sa longévité. Donc, depuis longtemps, j'avais en tête de devenir un pionnier dans l'utilisation du bambou dans mon pays. C'est au Canada que j'ai fait mes études de design industriel, à Montréal. Et pour le projet final, la professeure, une docteure en design écologique, propose le bambou comme le matériel du futur pour la décennie 2020-2030. Et je lui dis, je veux prendre en charge ce projet. Le parc national est un lieu unique au monde. Il est au milieu d'une ville de 10 millions d'habitants. C'est un gros poumon qui non seulement nous amène de l'oxygène, mais nous permet de faire du sport, de repousser les frontières de la violence dans une ville très congestionnée et qui peut imploser à tout moment. Ce type d'espace amène un vent de fraîcheur à la ville. On prend plaisir à venir ici et se sortir du béton. Ce parc fait donc partie de notre ADN de skater. La passion du longboard de Mauricio est née à des milliers de kilomètres d'ici. Et c'est à sa boutique de skate qu'il m'en parle. Quand on discutait tantôt, tu m'as conté comment tu es tombé en amour avec le skateboard. J'aimerais ça que tu me contes ça. Ça a commencé... Au début, tu n'étais pas sur une planche avec des roulettes.
Tout a commencé avec le snowboard. J'étudiais le design à Montréal. La fin de semaine, on allait faire du ski et du snowboard. J'ai pris goût au snowboard. Le ski, pas trop. C'est surtout le snow qui me plaisait. Descendre les pentes en faisant du slalom me procurait une sensation unique. En plus du snowboard, j'ai aussi appris à faire du longboard. On faisait du longboard l'été et du snowboard l'hiver. Puis, à la fin de mes études, je reviens en Colombie et je ramène 2 longboards avec moi. Je suis devenu un des pionniers de Bogota et Cali en skateboard de descente. Toi, justement, tu es quelqu'un qui a étudié en design. C'est quoi l'importance du design dans une planche, tu trouves? Le design représente tout dans une planche de skate. C'est l'aspect ergonomique qui nous permet de contrôler la planche. Cela joue aussi sur le côté rendement et performance, qu'il y ait plus ou moins de flexibilité qui permet d'aller vite sans sentir de vibration. Il y a donc l'aspect ergonomique, l'aspect fonctionnel et technique, et finalement, il y a l'esthétique, qui englobe l'art et le design graphique. On combine ensemble toutes les branches du design. Wow! Je suis tellement impressionné par les planches que fait Mauricio que je décide d'en ramener une au Québec. On se voit à Québec, ciao! Viva Colombia! Ce que j'ai retiens de mon voyage en Colombie, c'est à quel point il faut être motivé pour faire du skateboard ici, parce que c'est pas facile. Là. Je veux dire, oui, tu as des infrastructures, mais juste pour y accéder, il faut que tu achètes une planche. Puis quand le salaire moyen ici, 200 $ par mois, ben il faut vraiment que ça te tente d'acheter une planche. Puis un coup que tu l'as, ta planche, ben là, tu te pousses dans la ville. Écoute, tu es à 2600 mètres d'altitude. Si tu reprends ton souffle trop longtemps, il y a quelqu'un qui vient de faire les poches. C'est de l'adversité partout, sur le plancher, à hauteur de tes yeux, par-dessus. Partout, il y a du monde. Partout, il y a quelque chose, il y a des obstacles. Et malgré ça, tu as une scène qui est en complète explosion avec plus de 20 000 skateurs uniquement en Colombie. Je serais pas surpris, moi, dans quelques années, de voir la scène colombienne compétitionner avec la scène brésilienne. Puis, d'après moi, ils ont un futur vraiment, vraiment prometteur dans le niveau du skateboard.